Pour la première fois depuis le début de la guerre en février, nous pourrions enfin savoir où cela va finir. L'Iran aurait proposé de rouvrir le détroit d'Ormuz si les États-Unis lèvent leur blocus, en repoussant les questions nucléaires. Les détails seraient mineurs. Vous savez, que Téhéran veuille dissocier économie et nucléaire en dit long. S'ils étaient vraiment fidèles à leur stratégie d'attendre que les Américains lâchent l'affaire et d'espérer que Trump se lasse, ils n'auraient sans doute pas envoyé de telles propositions. La guerre les a sans doute plus affectés qu'ils ne le montrent. Mais l'Iran n'est pas seul à manquer de temps et de marge de manœuvre dans ce conflit. Alors que les ondes de choc économiques se propagent depuis Hormuz, Washington se retrouve lui aussi dans une position de plus en plus difficile. La question maintenant est de savoir qui va céder en premier. Washington et Téhéran devaient initialement entamer une nouvelle série de discussions ce week-end avec Steve Witkoff et Jared Kushner représentant les États-Unis et Abbas Araghchi représentant l'Iran. Maintenant, Araghchi est bien arrivé à Islamabad vendredi. Il a simplement refusé de rencontrer ses homologues américains une fois sur place. Il justifiait que le blocus américain des ports iraniens empêchait toute négociation, affirmant qu'il n'y aurait rien à discuter tant qu'il ne serait pas levé. Les États-Unis ont refusé de lever le blocus, et Trump a décidé d'annuler complètement le départ de Kushner et Witkoff. Dimanche, Araghchi lui-même était déjà dans un avion quittant le Pakistan, en direction d'Oman. Trump, quant à lui, a déclaré aux journalistes, je cite, « Nous avons toutes les cartes », et qu'il n'allait, je cite encore, « pas passer 15 heures dans des avions tout le temps à faire des allers-retours pour recevoir un document qui n'était pas assez bon. » Fin de citation. Maintenant, même si le président qui affirme avoir un avantage spectaculaire n'a rien de nouveau, la seconde partie représente en réalité un changement qui pourrait être révélateur de la direction que va prendre ce conflit. Depuis plusieurs semaines maintenant, il semblait que c'était Trump qui cherchait à sortir tôt de la campagne, ce qui a été parfaitement compris à Téhéran, qui pensait que cela leur donnait un avantage. Dès le début du conflit, Téhéran pensait que les Américains et Israéliens n'engageraient probablement pas de forces terrestres, et qu'une campagne aérienne seule ne suffirait pas à renverser le régime. Avec le recul, cette analyse était pertinente. Washington, cependant, semble parier que c'est l'Amérique qui est en meilleure position, maintenant qu'elle ne mène plus d'attaques quotidiennes contre la République islamique, pour simplement attendre que Téhéran cède. Avec des moyens militaires conventionnels seuls, cela paraît aussi irréalisable que la campagne aérienne. Mais plutôt que de poursuivre l'opération Fureur épique, l'administration semble être passée à l'opération Fureur économique. Gardez à l'esprit que le blocus américain des ports iraniens, même après que certains navires auraient réussi à passer, coûterait à l'Iran environ 435 millions de dollars par jour en pertes d'exportation et en importation bloquées. Avant la guerre, un tiers des revenus pétroliers transitant par le détroit d'Ormuz finançait le corps des gardiens de la révolution islamique et les salaires militaires. Étant donné que les exportations de pétrole se sont plus ou moins arrêtées, l'Iran est littéralement en train de manquer d'espace de stockage, pour ce qu'il lui reste. Les analystes pensent qu'ils ont environ 2 semaines avant que le stockage soit saturé et qu'ils doivent fermer des puits. À la tête de tout cela se trouve le secrétaire au Trésor, Scott Besson, qui a décrit cette approche économique comme étant, je cite, « l'équivalent financier de ce que nous avons vu sur le plan militaire ». Fidèle à sa parole, les États-Unis n'ont cessé d'augmenter la pression, qui, comme vous pouvez l'imaginer, était déjà intense au départ. Le 15 avril, le Trésor a sanctionné le réseau pétrolier Shamkhani, une opération de contrebande de milliards de dollars menée par des sociétés écrans aux Émirats transportant du pétrole brut iranien. La semaine suivante, ils ont sanctionné Ngali Petrochemical Refiner, l'un des plus grands raffineurs chinois et l'un des principaux acheteurs restants de pétrole iranien, ainsi que 40 sociétés de transport maritime et gelé environ 344 millions de dollars de crypto-monnaies liées à l'Iran. Déjà difficile pour tout pays, cela l'est encore plus vu l'état de l'économie iranienne lors du déclenchement de la guerre. Au 27 février, la veille du début des bombardements, le rial avait déjà perdu environ 60% de sa valeur rien qu'à cause de la guerre de 2025 avec Israël, alors que la monnaie ne valait déjà plus qu'une fraction de ce qu'elle était auparavant. Pour vous donner un peu de contexte, un dollar américain permet actuellement d'acheter environ 1,5 million de rials iraniens. Le reste de l'économie ne s'en sortait pas beaucoup mieux, et c'est d'ailleurs ce qui a déclenché la première vague de manifestations qui a lancé toute cette saga à la fin du mois de décembre. L'inflation alimentaire a dépassé 100% en février, le pain et les céréales franchissant 140%. Une grande partie de cela est simplement ce que les États-Unis imposent à la République islamique par le biais de sanctions et de blocus. L'obsession sécuritaire du régime a aussi conduit à une coupure totale d'Internet, qui dure depuis 8 semaines.
Le coût direct est estimé entre 30 et 40 millions de dollars par jour, tandis que les pertes liées à la coupure d'Internet dépassent 2 milliards de dollars depuis le début de la guerre. Aucun de ces éléments n'est paralysant seul, mais ensemble, la situation semble soudainement bien moins stable pour la République islamique. La Fondation pour la défense des démocraties a estimé les dégâts cumulatifs depuis la frappe de février à environ 1 milliard de dollars. L'évaluation des dégâts par Téhéran elle-même est en réalité beaucoup plus élevée, à 270 milliards de dollars, bien que cela inclue les dommages causés aux infrastructures dans le cadre d'une campagne reposant entièrement sur ses propres déclarations et réclamant des compensations. Donc nous prendrons cela avec des pincettes. Que le chiffre réel soit plus proche de celui de la FDD ou de celui de Téhéran, il s'agit d'une véritable crise économique. Cela ne veut pas dire que l'Iran va s'effondrer. Le régime s'est construit pendant près de 50 ans pour résister à ce type de pression. Lors de l'enregistrement lundi matin, cette pression semble avoir abouti à ce qui pourrait être une première avancée diplomatique depuis le début de la guerre. Axios a rapporté que Radchi, par l'intermédiaire de médiateurs pakistanais, avait proposé de contourner complètement la question nucléaire. Ils veulent rouvrir le détroit d'Ormuz contre la levée du blocus, les deux parties repoussant les discussions sur l'enrichissement à plus tard. Et lorsque je suis entré dans le studio il y a environ 7 minutes, il n'était toujours pas clair si Washington allait accepter cela ou non. Mais c'est peut-être le premier signe qu'un progrès pourrait finalement être en vue. Et en parlant de négociations, l'Iran n'est pas le seul pays engagé en ce moment dans un ballet diplomatique où sa survie est en jeu. Il est temps de jeter un œil à l'autre nation éprouvée dans ce conflit, le Liban. Avant de passer au Liban, un mot sur notre sponsor, moi-même. Voici la partie où je vous parle de notre nouveau site pour abonnés, fronce.co. Chaque semaine, nous publions au moins 2 vidéos exclusives, 2 articles d'experts et des podcasts sur les principaux conflits et enjeux géopolitiques mondiaux. Concernant l'Iran, nous avons récemment publié des vidéos sur le soulèvement avorté et notre podcast hebdomadaire de 90 minutes couvrant les événements au Moyen-Orient élargi. Nous avons aussi abordé les forces à l'œuvre dans le monde. Les lecteurs de l'actualité se souviendront que la BBC a récemment révélé que les îles Malouines deviennent un point de pression des États-Unis contre le Royaume-Uni. Eh bien, les lecteurs de Warfront étaient déjà au courant de cela, puisque nous avons révélé exactement la même information un jour avant les véritables médias d'information. Alors, avons-nous devancé la BBC ? Apparemment, oui. Écoutez, un abonnement ne coûte que 5 $ par mois, et en échange, vous pouvez approfondir toutes les histoires que nous couvrons ici, sur la chaîne principale. C'était Warfront, et maintenant, retour aux négociations avec le Liban. Comme nous l'avons vu sur Warfront, le Liban a eu un rôle clé pendant la guerre, du Hezbollah ouvrant un second front contre Israël dès le début jusqu'à presque faire voler en éclats le cessez-le-feu peu après son entrée en vigueur. Depuis lors, Israël a poursuivi sa campagne, principalement dans le sud du pays. Près de 55 villes et villages au sud du fleuve Litani ont été évacués de force et des lieux comme Bint Jabail, ancien cœur opérationnel du Hezbollah dans le sud, sont désormais en ruine. Cependant, ces 2 dernières semaines, quelque chose d'impressionnant a émergé. La possibilité que le Liban puisse réellement sortir de cette situation après avoir enfin traité la question vieille de plusieurs décennies de ce qu'il faut faire avec le Hezbollah. Beyrouth a toujours refusé de rejoindre le cessez-le-feu négocié par l'Iran, affirmant que le pays ne parle qu'en son nom. Ce qui a suivi aurait été politiquement impensable il y a encore 1 an, des discussions directes au niveau des ambassadeurs entre les gouvernements libanais et israéliens. Ils ont accepté jeudi dernier de prolonger leur cessez-le-feu de 3 semaines, leur laissant plus de temps pour négocier l'avenir entre les 2 parties. Mais comme souvent dans les négociations au Moyen-Orient, c'est là que tout se détériore. Dans ce cas, cela avait à voir avec le fait qu'ils ont déjà été dans cette situation, dans une moindre mesure, à la fin de la campagne israélienne de 2024 contre le Hezbollah. Et les résultats de cela ont été, franchement, décevants. Dans le cadre de l'accord de 2024, les forces armées libanaises ont lancé une campagne pour désarmer le Hezbollah par étapes, débutant au sud du fleuve Litani, bastion historique du groupe à la frontière israélienne. En janvier, ils ont annoncé avoir achevé la première phase du plan. Ils ont contourné la question de savoir dans quelle mesure l'opération avait été exhaustive, en disant qu'un monopole d'État sur les armes avait été atteint, je cite, de manière efficace et tangible, sans aller jusqu'à affirmer un désarmement complet. Pendant la campagne, ils ont retiré environ 10 000 roquettes et 400 missiles. Même si l'arsenal du groupe a été considérablement réduit par rapport à son niveau d'avant-guerre, cela restait une petite partie de ce qui était supposé caché dans la région. Lors de l'escalade de mars 2026, ces maigres progrès se sont en grande partie effondrés.
Le commandant de l'armée libanaise, Rodolphe Heikel, aurait refusé de déployer ses forces contre le Hezbollah pendant l'offensive israélienne, cédant ainsi du terrain au groupe sans combattre et donnant à Jérusalem une raison d'envahir le sud. Tom Barak, l'envoyé américain pour la Syrie, a publiquement dit aux responsables libanais, je cite, d'arrêter leurs conneries. Il y a eu de réels progrès à Beyrouth. Le pays est resté sans président pendant plus de 2 ans à cause du blocage du Hezbollah. Et il a eu un premier ministre intérimaire pendant toute la durée de la guerre de 2024. Ce monde n'existe plus. Le Hezbollah a cédé du terrain pour permettre l'élection d'un président. Et avec le nouveau Premier ministre Nahaf Salam, le pays a montré un engagement sans précédent à reprendre sa souveraineté. Mais l'héritage des gouvernements libanais successifs, qui étaient incapables ou peu disposés, ou les deux, à affronter le Hezbollah, a permis l'accumulation de munitions dès le départ. Les négociateurs israéliens doutent que les forces armées libanaises aient assez changé pour être à la hauteur. Le ministre israélien de la Défense, Katz, a appelé à la création d'un périmètre défensif à 4 niveaux dans le sud du Liban, citant explicitement le modèle de Rafah et Beit Hanoun pour sécuriser une frontière hostile. La position du Liban part, bien sûr, de l'extrémité opposée. Le Premier ministre Salam a été clair, tout accord nécessite un retrait total d'Israël. C'est la position ferme de Beyrouth. Un dirigeant libanais ne peut faire accepter un rapprochement avec Israël sur le plan intérieur qu'au nom de la souveraineté. Un cadre où le gouvernement libanais cède des terres à un pays encore techniquement en guerre ne montre guère un soutien fort à un gouvernement souverainiste. Même si cet écart était comblé, le problème le plus difficile resterait de l'autre côté. La deuxième phase du plan de désarmement, la zone au nord du Litanie, est celle où le Hezbollah a explicitement déclaré qu'il refuserait de coopérer. Le groupe considère que le cessez-le-feu de novembre 2024 ne s'applique qu'au sud du Litanie, et son attitude envers la première phase a été, au mieux, une non-intervention passive. C'est là que cela s'arrête. Les analystes de la sécurité libanaise ont été directs. Toute tentative de l'armée libanaise de désarmer Hezbollah au nord du Litanie ferait face à une résistance violente du groupe. Cela pourrait aussi replonger le pays dans une guerre civile confessionnelle, le Hezbollah ayant un soutien large chez les chiites. Pendant ce temps, la situation au Liban reste sombre. Plus d'1 million de personnes, soit plus de 20% de la population, ont été déplacées. Israël a détruit les ponts principaux du Litanie, bloquant les habitants partis au nord et les empêchant de rentrer. Et Katz a explicitement déclaré qu'ils ne pourront pas le faire tant qu'Israël ne sera pas satisfait que ses préoccupations en matière de sécurité aient été prises en compte. Les ordres d'évacuation dans le sud ont principalement visé les villages chiites, bien que certains villages chrétiens aient également été occupés, comme en témoigne la récente photo virale d'un soldat israélien brisant une statue de Jésus avec une masse. Pour plus d'1 million de Libanais déplacés, le fait que ces négociations se traduisent par un retour chez eux dépend entièrement des concessions que chaque partie est prête à faire. Juste avant de continuer avec la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais parler de notre sponsor du jour, un peu étrange mais fantastique, et honnêtement nécessaire, Sheath. Maintenant, les sous-vêtements sont probablement l'une de ces choses auxquelles on ne pense pas beaucoup jusqu'à ce qu'ils deviennent extrêmement inconfortables et vous remontent entre les fesses toute la journée. À ce moment-là, on n'a plus que ça en tête. C'est pour cette raison que je suis passé à Sheath. Sheath a commencé à me sponsoriser il y a plusieurs années, et depuis ce temps-là, pratiquement tout mon tiroir à sous-vêtements a été remplacé. Les anciens sont partis et les Sheath ont pris leur place petit à petit. Je vous recommande d'en acheter au moins un. Commencez avec un seul pour voir de quoi il s'agit. Il y a plusieurs poches. Ils appellent ça un système à double poche pour vos parties intimes masculines. Comme ça, elles ne surchauffent pas, ne restent pas collées. Voilà. C'est ce mélange parfait entre le boxer et le slip. Avec les boxers, souvent, tout flotte un peu trop, et les slips disent c'est un peu trop serré. Je n'ai jamais été un homme à slips. J'étais d'abord sceptique, mais testez-les 1 ou 2 jours avec plusieurs paires. À moins que tu sois un peu bizarre, et là tu vas te dire oui, ce sont les meilleurs. Et puis, comme moi, tout ton sous-vêtement finira par être de la marque Sheath. Ils ont aussi de nouveaux matériaux comme le mèche et le bambou qui sont super. La plupart des miens sont les originaux, peu importe leur matière. Je devrais sans doute le savoir. Quel que soit le matériau, c'est fantastique. Pour essayer, rends-toi sur sheath.com/warfront et utilise le code warfront pour 20% de réduction. Un petit changement mais une grande différence. Maintenant, retour à l'épisode d'aujourd'hui. Mais le Liban et l'Iran ne sont pas les seuls pays où la facture de cette guerre arrive à échéance. Israël se bat depuis bien plus longtemps que les États-Unis ou le Golfe, non pas 2 mois, mais 2 ans et demi, depuis le 7 octobre 2023.
Une période pendant laquelle Israël n'a pas seulement combattu l'Iran à 2 reprises, mais a aussi occupé la moitié de Gaza, déployé des forces dans le sud du Liban, renforcé la Cisjordanie et établi une zone tampon en Syrie. Les Israéliens sont, pour le dire gentiment, fatigués de la guerre, et la question qu'ils commencent de plus en plus à se poser est de savoir ce que tous ces combats ont réellement apporté. À la suite de l'attaque du 7 octobre, le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, s'est adressé au pays et a juré, je cite, de changer la face du Moyen-Orient. C'était la raison d'être du lancement de tous ces différents fronts, et il l'a répété il y a quelques jours à peine, presque mot pour mot. C'est devenu le slogan emblématique de son mandat en temps de guerre, et rien que sur le plan militaire, il a fait des progrès. Personne n'avait anticipé les lourds dégâts infligés à l'axe de la résistance iranienne ces dernières années, comparés aux pertes relativement faibles d'Israël. Des critiques sérieuses de cette approche existent partout dans le monde. Il suffit de voir émerger en Europe et en Amérique de nouveaux partis et factions qui se définissent par leur opposition à la politique d'Israël à Gaza. Mais de plus en plus, les critiques éviennent aussi de l'intérieur d'Israël. L'une des figures de l'opposition israélienne les plus en vue, Yair Lapid, l'a dit franchement l'autre jour en répondant au discours de Netanyahou, je cite, « Il manque un mot. Presque, vous avez presque changé le Moyen-Orient, et il s'avère toujours à la fin que rien n'a changé. Avant le 7 octobre, le Hamas contrôlait Gaza et disposait d'une armée de dizaines de milliers d'hommes. Aujourd'hui, le Hamas contrôle Gaza et dispose d'une armée de dizaines de milliers d'hommes. Avant le 7 octobre, l'Iran avait un guide suprême nommé Khamenei. Aujourd'hui, l'Iran a un guide suprême nommé Khamenei. » Le discours a duré un certain temps, mais il est clair que l'argument de Lapid est valable. Chatham House a qualifié cela de fatigue stratégique. Le public soutient toujours les buts de la guerre, mais il ne croit plus que le gouvernement puisse transformer les opérations militaires en solutions durables. Et c'est dans cet écart que la position de Netanyahou sur le plan intérieur a commencé à se fissurer. Dimanche soir, Lapid lui-même s'est tenu aux côtés de l'ancien Premier ministre Naftali Bennett sur une scène à Herzliya et a annoncé qu'ils avaient fusionné leurs partis en une seule liste appelée « Ensemble en vue des prochaines élections d'octobre ». Netanyahou est déjà à la tête d'une coalition suffisamment fragile, une coalition qui n'a été formée qu'après que le pays a traversé pas moins de 5 élections en 4 ans. Et cette coalition commence aussi à se fissurer. Le week-end dernier, la Haute Cour israélienne a rendu une décision d'application générale concernant la conscription des Juifs haredim, ou ce qu'on appelle les ultra-orthodoxes, dans l'armée. Ils le voient comme une violation de leur foi, c'est pourquoi les hommes haredim sont exemptés de la conscription depuis la fondation du pays. Cela marchait quand ils étaient très peu nombreux, mais leur nombre a fortement augmenté ces 20 dernières années. Et compte tenu de la guerre sur plusieurs fronts et d'une pénurie estimée à 17 000 soldats dans les FDI, cela est devenu un problème sérieux dans la politique israélienne. Le problème pour Netanyahou, c'est que sa coalition dépend du soutien du parti Chasse, qui représente les Haradim, et qui a clairement indiqué que l'exemption de service militaire est une question sur laquelle ils ne céderont pas. Le parti Haredi Judaïsme unifié de la Torah a quitté la coalition l'an dernier à cause de cette question, laissant Netanyahou avec un gouvernement minoritaire. Cela ne veut pas dire que Netanyahou est fini. Une version de la fin de sa carrière politique a été écrite chaque fois qu'il a été confronté à une crise dans son pays, et pourtant il a toujours réussi à revenir. L'un des principaux problèmes de l'opposition est leur manque d'accord au-delà de l'objectif de chasser Netanyahou, ce qui a permis son retour après avoir brièvement perdu le poste de Premier ministre en 2021. Près de 3 ans après le 7 octobre, le Moyen-Orient porte de nombreuses nouvelles cicatrices. Ce qu'il n'a pas, du moins pas encore, c'est un véritable accord de paix. La semaine à venir pourrait être le premier test pour voir si un tel accord est réellement possible ou si la région est destinée à retomber dans un bain de sang sans fin. Merci d'avoir regardé.